l'avez compris, je ne vais pas parler de la fin du salarié, mais de la question du travail. Alors, une petite question, qui est salarié dans la salle? Qui n'est pas salarié dans la salle? Haha, 50-50. Bon, alors on est à Web Today, donc c'est un peu normal, vous êtes à la pointe de la technologie, de l'innovation, mais on va quand même s'interroger sur la question du travail, puisqu'on travaille tous, que ce soit salarié, sous mode salarié ou pas. Alors, pendant que nous parlons, vous et moi, il y a un terrible spectre qui hante cette société, dont on parle tous les jours, qui est invité à tous les débats, à tous les interviews, c'est Uber, ou encore pire, son avatar, sa conceptualisation, l'ubérisation. Alors évidemment, ce qui nous intéresse, ce n'est pas tant Uber en soi, c'est comment Uber, avec plus de 70 milliards de valorisation, peut continuer à fonctionner avec uniquement des contrats de prestation de services. Ce que signifie Uber et l'ubérisation, c'est que quelque part, c'est la fin des entreprises qui sont organisées seulement sur le salariat. Et bien sûr, ça fait peur. Pendant ce temps, évidemment, on ne parle pas seulement d'Uber, mais de l'après-Uber, parce que l'après-Uber fait encore plus peur. Excusez-moi pour la rime, c'était absolument pas voulu. C'est évidemment l'automatisation et la robotisation. Plusieurs études, dont celle-ci, qui a été écrite à Oxford par des chercheurs, prédit que dans les prochaines années, alors 10, 20, 30, ça dépend, nos emplois, notre travail va être remplacé par les robots. Ce n'est pas seulement ces études-là qui en parlent. Maintenant, cette question de la fin du salariat, de la fin du travail, est entrée également sur la scène politique, puisque là, vous voyez une main fière qui brandit la 4e révolution industrielle de Jeremy Rifkin dans le très orthodoxe et très peu marxiste World Economic Forum. Robots et nouvelles technologies vont remplacer bientôt et on ne sait absolument pas quoi faire. Évidemment, le même Rifkin en parlait déjà dans les années 90 avec ce livre fondateur qui s'appelle « La fin du travail ». Alors moi, je mets un point d'interrogation, lui, il l'affirmait, où il explique qu'avec les nouvelles technologies, avec les nouveaux usages, le travail, non seulement l'emploi, mais également le travail va disparaître. Évidemment, cette thèse ne rencontre pas une unanimité aussi large qu'on pourrait le croire. Le deuxième livre, que je trouve fondateur et qui est paru il y a 2 ans, le deuxième âge de la machine, par McAfee et Brynjolfsson, c'est bon, j'ai réussi à le prononcer, nous explique que de toute façon, une partie des emplois vont disparaître. Ce sont les emplois routiniers et répétitifs. Et que, de toute façon, on ne sait pas encore si demain, les nouvelles technologies vont nous permettre de créer de nouveaux emplois, dont on ignore encore l'existence. Mais ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, nous nous trouvons dans une phase de transition où on risque d'avoir un fort chômage et une destruction massive d'emplois de classe moyenne pendant encore quelques années. Alors on devrait se dire, bon, l'emploi est en train de disparaître, on devrait être content des emplois qui nous restent, on devrait être ravi d'avoir un job, de pouvoir gagner sa vie. Eh bien non, pas du tout. Paradoxalement, il y a de plus en plus une dissatisfaction massive parmi la population face au travail. Alors, je vous ai mis un article fondateur de David Graeber, qui a fait un peu le tour du web en 2013, où il explique que les travaux comme avocats, comptables, tous ces travaux finalement qui soutiennent la classe moyenne, qui permettent une création de valeur et qui sont étiquetés comme étant intellectuels, sont en réalité considérés par les principaux intéressés comme des bullshit jobs, les jobs à la con. Et en fait, ces bullshit jobs, non seulement ils nous maintiennent dans une espèce de course permanente à la production, à la compétitivité, mais en plus, ils nous enlèvent tout notre temps, finalement notre actif le plus précieux, le temps qu'on a à nous. Et quand on rentre chez soi, au lieu de préparer nous-mêmes le repas de nos enfants ou de notre mari ou simplement de ses amis, on va passer un petit coup de fil ou aller sur Internet pour commander une pizza. Donc non seulement les bullshit jobs nous épuisent, mais en plus ils contribuent à la création d'autres bullshit jobs qu'on appelle aujourd'hui la gig economy ou les jobs à la demande, dont je vais parler un peu plus tard. Bon, puisque les jobs traditionnels ne nous attirent pas, évidemment, on cherche un exutoire. Et cet exutoire, on l'a trouvé dans l'entrepreneuriat. Alors, tout le monde veut devenir entrepreneur. 2 tiers des jeunes diplômés se disent qu'ils veulent devenir entrepreneurs. On peut bien s'en douter, ce n'est pas vraiment tant le fait de monter une start-up et de cravacher 72 heures par jour qui les attire que la liberté, l'autonomie, la capacité à définir le sens de son travail et non pas seulement exécuter ce qui a été défini par l'employeur dans une entreprise un tout petit peu hiérarchique. À tel point que tous les espoirs en fait, de sauver le monde sont mis dans cet entrepreneur roi. Comme vous le voyez sur la deuxième affiche, on dirait presque qu'il est devenu le stakhanoviste moderne, qui devrait créer des emplois, évidemment,
on crée des emplois dans les startups, mais pas suffisamment pour sauver les 10% de chômage et les 25% de chômage chez les jeunes. Et pendant ce temps, évidemment, les politiques peuvent se dire « l'entrepreneuriat sauve le monde, moi, je ne ferai rien ». Pendant ce temps, comme je commençais à vous le dire tout à l'heure, le chômage permanent contribue à la montée en puissance de jobs qui ne sont pas du tout plus intéressants que les jobs traditionnels, qu'on appelle le travail à la demande. Plus de 1 million de travailleurs à la demande, d'emplois à la demande ont été créés aux États-Unis en 2015. Donc, vous demandez ce que c'est le travail à la demande. En fait, c'est tous ces petits jobs de service, qu'on appelle vraiment l'économie servicielle. Le fait de livrer une pizza, par exemple, ou alors même le chauffeur Uber, quand il combine ça avec d'autres activités, on peut le considérer comme un travailleur à la demande. La particularité de ce travail-là, c'est qu'elle est temporaire. Personne en fait ne considère que le fait de livrer des pizzas soit un choix de vie. En général, il est combiné avec d'autres types d'activités, par exemple avec une activité salariée. Ce qui signifie en fait que le salariat n'arrive plus à fournir aux gens suffisamment de moyens purement matériels pour pouvoir boucler les fins de mois. Voilà, donc on a un peu l'impression qu'on se retrouve dans une situation qu'on a connue il y a 150 ans. C'est celle d'une crise profonde, qui est non seulement celle du travail, mais aussi celle de la société, avec des oppositions. Et finalement, dans une situation très critique et très importante, qui est celle de la reconfiguration des rapports d'emploi, des rapports de production, et également nous, ce que nous mettons dans le sens que nous donnons au mot « travail ». On va en parler un peu plus tard. Alors, là, je viens de vous évoquer un peu les symptômes. Il faudrait s'interroger sur les causes. J'en ai identifié 5, il y en a beaucoup des causes. Mais je pense qu'il y en a 5 qui sont extrêmement importantes. Attention, il va y avoir quelques chiffres et quelques graphiques. Le premier, c'est un graphique très intéressant, je pense c'est assez, il parle beaucoup, que j'ai emprunté à Nicolas Collin et à un de ses articles sur les questions justement de travail et de sécurité sociale. Donc aujourd'hui, on se trouve dans une phase de chômage, de transition, que moi j'appelle en fait la transformation numérique, la transformation digitale. Donc avant, au XXe siècle, on était plutôt du côté gauche du graphique, donc plein emploi, travaux traditionnels, etc. Aujourd'hui, les emplois traditionnels et les emplois de classe moyenne sont massivement détruits. Et on se trouve dans une situation de chômage, puisque l'économie numérique n'a pas encore eu le temps de s'imprégner suffisamment dans le tissu social pour susciter la création de nouveaux emplois. Attention, deuxième graphique. Pendant ce temps, en fait, ce qui se passe exactement, là, c'est un peu la photographie de ce qui se passe aujourd'hui. Pendant ce temps, une énorme polarisation entre les emplois créés, qui sont les plus qualifiés, et les emplois détruits, qui sont ceux de classe moyenne. Comme vous voyez, en fait, les gros bâtons qui vont vers le bas, c'est la variation à la baisse des emplois de classe moyenne, qui sont traditionnellement ceux qui ont soutenu notre société, évidemment l'État-providence tel qu'on a connu au XXe siècle. Et pendant ce temps, en fait, les emplois qui sont créés, en grande partie, sont soit des, comme je vous l'ai dit, les jobs à la demande, soit des emplois extrêmement qualifiés auxquels on n'est pas préparé. En fait, pourquoi on n'est pas préparé? Donc, une étude de l'OCDE récente a été, je la trouve assez intéressante parce qu'elle est allée voir concrètement l'automatisation par tâche. Donc, elle n'a pas considéré les emplois comme étant une espèce de bloc homogène, mais un ensemble de tâches. Elle a conclu à une disparition de 9% seulement des emplois à horizon 10 ans. Par contre, dans plus de 25% des cas, c'est 50% des tâches d'un emploi donné qui vont être automatisées. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nos emplois, en grande partie, vont connaître un changement extrêmement important. Et notre système d'éducation, aujourd'hui, est très rapide aussi. Et n'est pas du tout adapté pour former les gens tout au long de la vie, pour leur donner les moyens de se préparer à cette variation massive du contenu de nos emplois. Évidemment, par la même occasion, il y a une crise profonde sur ce que signifie le travail. On parle de travail indépendant, on parle de travail salarié, mais on voit bien qu'il y a une convergence. Il y a des salariés qui sont extrêmement libres. Moi, je suis salarié, je suis très libre dans mon travail. J'ai le droit de définir à la fois les fins et les moyens de mon travail. D'un autre côté, nous avons les travailleurs à la demande qui, eux, sont dans une situation de quasi-salariat par rapport à la plateforme. C'est ce que moi j'appelle le néo-salariat. C'est-à-dire que sur le papier, vous êtes un travailleur indépendant, mais dans les faits, vous obéissez à la plateforme qui définit la qualité de votre travail, qui définit les horaires, les termes, la rémunération, et qui peut de demain, si bon lui semble, finalement vous déconnecter. Et le cinquième facteur, c'est que la sécurité sociale, attention, je vais attaquer la sécurité sociale. La sécurité sociale n'a pas du tout été conçue. Donc là, vous voyez Pierre Laroque, qui est l'un des pères très respectés de la sécurité sociale, n'a pas été conçue pour une société
où le salariat devient une forme parmi d'autres de travail. Il a été fabriqué pour créer de la solidarité entre les salariés et le chômage frictionnel, mais pas entre les salariés, les freelances, les indépendants, les travailleurs à la demande. Donc elle n'assure plus la redistribution au niveau global. Finalement, on arrive à une situation qui est peut-être presque celle de 55, qui a été identifiée par ce livre fondateur, d'ailleurs du fondateur de la sociologie du travail, George Friedman, Le travail en miettes. Car en plus du point de vue purement personnel, on est souvent très insatisfait de nos relations avec nos employeurs. On est insatisfait par l'insécurité, on ne sait pas où on sera demain. Donc quelque part, on est à la fois dans une relation de subordination qui ne nous satisfait plus et dans une situation de flexibilité qui ne se combine pas souvent avec la demande de sécurité qu'on entend aujourd'hui. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on n'est pas seulement dans une crise travail, crise sociale, mais on est dans une crise politique. La crise politique, la première d'ampleur massive, ça a été les indignés en Espagne, dont vous voyez la marée humaine à Madrid. Évidemment, en France, on n'a pas attendu très longtemps, puisque la loi El Khomri a provoqué des manifestations massives. Nuit debout a été une des conséquences, mais au lieu de parler de Nuit debout, je veux plutôt parler de ce hashtag, en fait, qui est un hashtag sur Twitter. On vaut mieux que ça. Bonjour, on vaut mieux que ça. Je trouve que c'est génial ce que vous faites. Qui parle en fait des choses qu'on n'aborde jamais, qui sont le contenu de leur relation de travail. D'ailleurs, moi-même, je viens de vous parler de quoi? Je viens de parler de macroéconomie, d'économie, de variation, de chiffres. Mais on ne parle jamais du quotidien, de ce que l'on vit tous les jours. Or, ce quotidien, il peut être parfois beaucoup plus libre, flexible, mais il peut être parfois beaucoup plus stressant. Car même si aujourd'hui la relation de subordination, qui est fondatrice du contrat de travail, se distend et laisse la place à des gestions beaucoup plus collaboratives et participatives, les nouveaux moyens de contrôle permis par la nouvelle technologie, le fait de travailler n'importe où, de n'être jamais déconnecté, de travailler le samedi et le dimanche, prennent la place et en fait remplacent ce contrôle traditionnel par un contrôle, en tout cas une subordination beaucoup plus insidieuse. Et ça, on n'en parle jamais. En tout cas, on en parle assez peu au niveau politique, où on préfère parler de chiffres, plein emploi, croissance. Et les solutions qu'on propose au niveau politique sont celles d'un autre siècle, plus précisément de la fin du XXe siècle. Donc, je suis très fière de cette image. Vous voyez, est-ce que vous arrivez à identifier Margaret Thatcher? Ouais, clairement. Et vous voyez qui y a à l'intérieur de Margaret Thatcher? Exactement, absolument. Matteo Renzi, qui est considéré comme le futur de la gauche italienne, enfin, qui était dans le passé considéré comme le futur de la gauche italienne, et qui était censé apporter de la sécurité, qui était censé apporter une réforme du travail qui va dans le sens de protection des travailleurs. En fait, pas du tout. En 2014, il nous fait un bien bon projet de réforme, flexibilité, facilitation des causes de licenciement, etc. Donc évidemment, j'ai choisi de ne pas parler directement de la loi El Khomri et de parler indirectement de Prodi. Ce que je veux dire par là, c'est que dans tous les pays, pratiquement aujourd'hui en Europe, les solutions qui sont appliquées, la fameuse flexi-sécurité, convient parfaitement aussi au contexte économique des années 90, mais ne convient pas à une reconfiguration des rapports de production et l'apparition de nouvelles formes de travail. Parce que tout simplement, elle parle du salariat, elle ne parle pas d'autre chose. Bon, au niveau des propositions, on va dire institutionnelles, au niveau moins macro, c'est pas mieux, puisque l'URSSAF, par exemple, qui demande de requalifier le travail de tous les chauffeurs Uber en salariés, ne comprend pas. Peut-être qu'il peut y avoir une demande d'un statut tiers, qui est entre le salariat et le travail indépendant, qui ouvre la voie à une liberté, à une autonomie qui est celle du travail indépendant, tout en assurant une protection qui est celle du salariat. Tout simplement parce qu'on réfléchit en catégorie datée. Salarié, protection, sécurité, flexi-sécurité. Donc moi, je pense qu'on est dans une situation qui est celle d'une fragmentation croissante entre les différentes couches de notre population. Entre les outsiders et les insiders, entre les classes moyennes, les classes ouvrières, les employés d'une part, les chômeurs d'autre part. Entre, évidemment, vous le connaissez bien, les 0,1% et les 99,99%, comme si en fait toute la société était aujourd'hui en guerre l'une contre l'autre. On est presque dans une espèce d'affrontement civil tacite qui risque d'exploser à tout moment, et on le sent. Donc moi, le projet que je vais vous proposer, et il me reste un peu de temps pour vous exposer quelques pistes dans ce sens, c'est celui d'une inclusion, c'est celui d'une recréation de solidarité qui ont été mises à bas par les 40 dernières années de crise et qui sont aujourd'hui aiguisées par des réponses politiques complètement inadéquates, des réponses politiques qui continuent à nous monter les uns contre les autres.
Et Société collaborative, donc la fin des hiérarchies, qui est un livre que j'ai coordonné et coécrit avec mes 9 camarades de WeShare, parle exactement de ça. Comment inclure tout le monde? Comment laisser le choix libre aux gens de choisir leur statut, leur activité, tout en leur apportant une solidarité qui soit au niveau global. Quelques pistes pour vous inspirer, qui méritent évidemment plus de 5 minutes. La première, c'est de revenir aux fondamentaux. Le fondamental, pour moi, c'est Alain Supiot, qui est un grand spécialiste, un grand juriste de la question du travail, et qui a, dès 1998, posé la question du devenir, du sens du mot travail. Et pour lui, la réponse était claire. Si on continue à considérer que travail égale emploi, on est mort. Il faut inclure dans le temps, il faut redéfinir le mot travail tel qu'il soit adapté à nos aspirations, à notre espoir social au XXIe siècle. Et notamment, considérer que le travail autonome, dont on définit les moyens, dont on définit les fins, qui n'est pas limité au salariat, doit être au centre d'un projet social pour le XXIe siècle. Je pense qu'il y a aussi une deuxième chose qu'on peut reprendre et qui a déjà été faite d'Alain Supiot, c'est la question des droits de tirage sociaux, c'est-à-dire l'idée d'attacher la protection à l'individu et non pas à son statut de travailleur, d'indépendant, etc. Le contrat personnel d'activité, qui a été au centre d'un large débat national qu'on peut saluer ces derniers mois, est exactement la reprise, on va dire, politique du droit de tirage social. C'est-à-dire que vous, moi, n'importe qui, on arrive quand on a 18 ans, on a des droits qu'on peut convertir, soit en congé, soit, pourquoi pas, en une allocation qui nous permettrait de lancer notre propre entreprise, soit tout simplement en congé sabbatique. On ne devrait pas être contre le loisir dans notre société de loisirs. En tout cas, qui nous laisse la liberté de choisir ce qu'on fait, tout en nous assurant une sécurité et une solidarité nationale. La troisième piste que je voudrais évoquer, c'est celle de la reconfiguration des solidarités au niveau intermédiaire, ce qu'on appelle souvent les institutions intermédiaires, notamment les syndicats. Et les syndicats, qui sont quand même à l'origine censés protéger les droits des travailleurs salariés, devraient aujourd'hui s'ouvrir pour protéger les droits des travailleurs tout court. Alors j'ai un exemple très parlant, c'est celui de la Freelancers Union, qui rassemble et fédère plus de 400 000 travailleurs aux États-Unis. Donc là, vous voyez la très charismatique fondatrice Sarah Horowitz, qui parle au WeShareFest de sa vision de la représentation politique du travailleur indépendant au XXIe siècle. Enfin, je pense que les entreprises, les plateformes, qu'elles soient collaboratives ou pas, devraient être au centre de la réinvention du travail. De toute façon, c'est aujourd'hui elles qui le font, puisque au niveau politique, au niveau global, on est quand même dans une situation de relative stagnation. Je vous ai mis 2 exemples. Le premier exemple, c'est une plateforme, La Ruche qui dit oui. Est-ce que vous connaissez La Ruche qui dit oui? Super. Alors La Ruche qui dit oui, il s'interroge sur l'intégration, l'inclusion des gestionnaires de ruches dans la redistribution de la gouvernance et aussi, évidemment, du capital. Ils se disent comment est-ce qu'on leur permet de bénéficier de la production de valeur à laquelle ils ont contribué à créer. Bien sûr, le problème, c'est que la distribution d'actions, notamment des actions gratuites, est réservée aux seuls salariés. Donc c'est là qu'il faut inventer une 3e voie pour l'ouvrir également à ceux qui sont des contributeurs non salariés. Le deuxième exemple qui me tient beaucoup à cœur, c'est les coopératives d'activité et d'emploi, que vous connaissez peut-être. Alors, c'est les CAE, dont Copanam et Port Parallèle sont des exemples parisiens tout à fait représentatifs, consistent à prendre des travailleurs indépendants et de leur fournir une plateforme administrative qui permette à la fois d'externaliser toutes les tâches purement bureaucratiques. Bon, les freelances savent que la bureaucratie, c'est l'ennemi, notamment le RSI, et de signer en fait un contrat de travail, un CDI, avec la coopérative, qui transforme en quelque sorte les factures et les revenus un tout petit peu sporadiques en revenus réguliers, qui transforme l'insécurité en sécurité, qui transforme la bureaucratie en calme. Enfin, je ne pouvais pas ne pas vous parler du revenu universel. Alors, le revenu universel, ma position là-dessus, qui est celle que j'ai présentée dans cet article dont je vous ai mis l'extrait, c'est qu'il faut enfin en faire un objet de débat politique et rompre le consensus de tous bords qui existe aujourd'hui autour du revenu universel, qui ne s'interroge pas concrètement sur le sens de ce revenu, sur les différences entre les différents types de propositions et sur, évidemment, les différences fondamentales qu'il y a entre le revenu de base à 500 € et un revenu universel à 1 300 €. Il faudrait qu'on le fasse aujourd'hui au niveau politique parce que des réponses privées commencent à exister, notamment celle du Y Combinator, l'un des accélérateurs les plus connus dans le monde, qui, d'une manière très disruptive pour le coup, a lancé un appel à projet pour faire de la recherche et de l'expérimentation sur le revenu de base et sur le revenu universel. Donc évidemment, je pense qu'une fois qu'ils auront livré leur réponse, qui risque d'être probablement
relativement néolibéral, je dis ça en toute neutralité, on doit être nous-mêmes préparés à avoir des réponses peut-être moins libérales de notre côté. Enfin, la question évidemment du travail à la demande, c'est qu'il ne va pas disparaître demain. Et on a bien intérêt à créer des outils qui ne soient pas limités seul espoir que demain la solidarité nationale va enfin les intégrer dans le système redistributif. Je pense notamment à tous les outils qui sont aujourd'hui créés par des startups dans la Silicon Valley et qui permettent aux travailleurs à la demande de gérer eux-mêmes, évidemment, de se mettre évidemment avec d'autres, leurs revenus, le stream de leurs revenus et même leurs revendications par rapport aux plateformes. Et enfin, pour finir, revenir à des propositions radicales, puisque aujourd'hui, ces propositions radicales, notamment la réduction du temps de travail, elle est reprise par des personnes qu'on ne peut pas soupçonner de marxisme ou d'être trop, on va dire, pour le chômage ou pour l'assistanat, qui sont des start-up aux États-Unis, qui suppriment les vacances, qui suppriment les semaines de travail à 40 heures et 45 heures et qui laissent la liberté à leurs propres employés de déterminer combien de temps ils travaillent et quand est-ce qu'ils prennent des vacances. Peut-être que c'est ça aussi l'autonomie et la libération de demain, loin des 35 heures, un peu comme on les imagine aujourd'hui. Voilà, je vous remercie pour votre attention.